Bonjour à tous. Faut-il taxer davantage les très hauts patrimoines? Au Sénat, Claude Raynal et Jean-François Husson présentent leurs travaux sur un sujet explosif, entre justice fiscale, rendement budgétaire et attractivité économique. Pour soutenir Hémicycle, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Bien, bonjour messieurs les journalistes, bonjour à ceux qui nous écoutent en visio, l'essentiel d'entre vous. Nous présentons donc aujourd'hui l'aboutissement des travaux engagés à la suite des déclarations d'Éric Lombard, vous vous en souvenez, de janvier dernier, sur ces milliers de personnes très fortunées ne payant aucun impôt sur le revenu, après notre communication du 18 février qui ouvrait déjà quelques pistes. Ce sujet nous semble devoir appeler à la mesure et à l'objectivation plutôt qu'à la caricature. C'est le sens de ce rapport. La France demeure une société relativement égalitaire grâce à un système socio-fiscal redistributif. Ainsi, les inégalités de revenus n'ont pas connu depuis 10 ans l'envolée observée dans beaucoup d'autres pays. Mais évidemment, cela ne signifie pas que rien ne se passe aux extrémités de la distribution, en particulier surtout en matière de patrimoine. Notre société reste marquée par une tripartition. Les 50% les moins dotés ne détiennent presque aucun patrimoine, les 40% au-dessus environ un tiers, et les 10% les plus fortunés environ 2/3 du patrimoine. Deux mouvements de fond sont observables. Le renforcement du patrimoine dans l'économie, celui-ci représentant aujourd'hui environ 600% du PIB contre 300% en 1970, et le retour de l'héritage qui représente aujourd'hui environ 60% du patrimoine total contre 35% au début des années 70. Nous ne sommes pas revenus à la société d'héritiers et de rentiers de la belle époque, mais nous nous en sommes peut-être moins éloignés que nous ne l'imaginions. Ainsi, pour la génération née autour de 1970, l'héritage moyen reçu par la moitié supérieure des héritiers atteint 840 000 euros, presque autant que les salaires moyens perçus par la moitié inférieure des salariés au cours de la vie, soit environ 950 000 euros. Dès lors, la justice fiscale, la progressivité de l'impôt et la contribution commune, qui doit, selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés, sont plus que jamais des enjeux majeurs pour s'assurer du consentement à l'impôt de tous, dans un contexte où la réduction du déficit public impose des efforts importants au pays. Or, de nombreuses études suggèrent, sur la base de données de 2016, que le taux d'imposition directe global deviendrait dégressif au sein des 0,1% des foyers fiscaux les plus fortunés et souligne une distorsion croissante entre imposition des revenus salariaux et d'autres revenus plus pilotables. Notre rapport repart d'un fait désormais établi, que vous connaissez, qui a été un petit peu le démarrage de nos travaux. 13 324 foyers assujettis à l'IFI avaient un impôt sur le revenu nul ou négatif en 2024. Mais évidemment, ce chiffre, limité à la fortune immobilière pour faire une première vérification, n'était qu'une porte d'entrée, un révélateur bien imparfait d'un phénomène bien plus large et plus durable. Alors en effet, depuis notre communication du 18 février dernier, nous avons obtenu des éléments supplémentaires d'explication de ce phénomène et de nouvelles données qui nous permettent d'éclairer davantage les situations d'évitement fiscal des plus fortunés. L'application des réductions et crédits d'impôt n'explique en fait que marginalement l'imposition nulle ou négative des revenus puisque ces avantages fiscaux sont, et vous le savez, plafonnés.
Un élément important, près des 3/4 des foyers qui acquittent l'IFI, dont l'impôt sur le revenu est totalement effacé par ces niches fiscales, affichent un impôt avant réduction et crédit d'impôt inférieur à 5 555 €, c'est-à-dire un niveau apparemment faible par rapport à leur patrimoine. De même, quand l'impôt a été effacé par des réductions et des crédits d'impôt, il n'est pas exclu que les revenus imposés eux-mêmes aient préalablement été réduits par d'autres méthodes d'optimisation. Or, la Direction générale des finances publiques identifie seulement quelques ménages dont la situation correspondrait à cette situation qu'on évoque souvent, celle de la veuve de l'île de Ré, soit en fait la combinaison de faibles revenus et d'un patrimoine immobilier proche du seuil de l'IFI. Ainsi, il ressort de nos travaux que s'il existe des foyers IFI aux revenus authentiquement faibles, l'optimisation du revenu fiscal de référence, le fameux RFR, explique en réalité, et pour une part significative, la faible imposition à l'impôt sur le revenu de ces contribuables. D'ailleurs, les services de Bercy, qu'on a rencontrés à plusieurs reprises, identifient en particulier 3 leviers potentiels de pilotage de leurs revenus pour ces contribuables. Premièrement, 22% des foyers IFI à IR nul ou négatif réduisent leurs revenus de plus de 2 000 € par l'imputation de charges déductibles ou de déficit foncier. Première possibilité. Deuxièmement, une part de ces contribuables recourraient à des méthodes de thésaurisation dans des véhicules fiscalement distincts. Vous identifiez les sociétés holding. Et enfin, troisièmement, les personnes auditionnées identifient qu'une part de ces contribuables pouvait subtilement réduire leurs revenus par les amortissements associés à la location meublée, le fameux dispositif LMNP. En revanche, les foyers IFI à IR nul ou négatif ne semblent pas pratiquer davantage la fraude fiscale que d'autres contribuables assujettis à l'IFI, selon les déclarations des services de Bercy qui contrôlent de manière très ciblée cette population. Par ailleurs, on a souhaité examiner aussi la situation des foyers fiscaux assujettis, à l'époque où il existait, à l'impôt de solidarité sur la fortune et qui avaient un impôt sur le revenu nul ou négatif, et ça pour les dernières années, donc 2016 et 2017, dernières années où les données relatives au patrimoine mobilier des ménages étaient disponibles. À partir de croisements de données, il apparaît que 40 692 foyers fiscaux assujettis à l'ISF payaient un IR, enfin payaient pas en fait, puisqu'ils payaient un IR, ils devaient acquitter un IR nul ou négatif en 2017, soit 11,9% du total des foyers relevant de l'ISF. Pour rappel, l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt sur la fortune représentait le centième le mieux doté en termes de patrimoine. Pour être encore plus concret, au sein du plus haut 100 millième de patrimoine, composé, vous allez voir, c'est à l'unité près, de 379 foyers fiscaux en 2017, 38 foyers, donc 10%, détenant un patrimoine médian de 71,1 millions d'euros, avaient un impôt sur le revenu nul ou bénéficiaient de versements du Trésor public au titre de crédit d'impôt. Il en allait de même au sein du millième des ménages les plus riches, pour 4 423 foyers fiscaux détenant un patrimoine médian de l'ordre de 20,4 millions d'euros, correspondant à 12% d'entre eux. Cet examen des données sur l'impôt sur la fortune nous offre, d'une certaine manière, un aperçu plus complet du patrimoine total des ménages, permettant d'apprécier donc plus finement les capacités contributives des foyers fiscaux les plus aisés. Et, disons-le, faute de vision consolidée, et évidemment plus récente du patrimoine
totale des ménages. Nous avons cependant dû, et à ce stade, nous appuyer sur ces données qui datent de près de 10 ans. Je voudrais donc maintenant insister sur le deuxième volet de nos travaux, qui est un préalable à tout le reste, l'amélioration de la connaissance des hauts patrimoines. En cherchant à savoir s'il existait des foyers très fortunés ne payant pas l'impôt sur le revenu, nous avons découvert une chose. Une véritable boîte noire s'est refermée depuis une vingtaine d'années sur le patrimoine des ménages et plus encore sur les patrimoines les plus élevés. Ce constat est préoccupant pour l'équité fiscale comme pour la qualité de la décision publique. La suppression de la taxe d'habitation l'a montré d'ailleurs, la perte d'une base de données fiscales peut avoir des conséquences concrètes, jusque sur l'identification par exemple des bénéficiaires du chèque énergie, ça a été très compliqué. Il nous semble qu'il faut aider la statistique publique à mieux exploiter les sources existantes, à favoriser les appariements de données fiscales et administratives, et cela reste nécessaire à collecter des informations supplémentaires. Ainsi, il nous paraît impératif que le service statistique public réalise une enquête régulière sur les hauts patrimoines. L'enquête actuelle, Histoire de vie et patrimoine, est utile, mais insuffisante pour analyser l'expression et l'extrémité de la distribution. 69% du patrimoine financier concentré chez les plus aisés n'est pas capté. Deuxième chantier, les successions. En théorie, un moment privilégié pour photographier l'ensemble des actifs. Or, depuis la dernière enquête sur les droits de mutation à titre gratuit, aucune base ne contient de données successorales individuelles. C'est un angle mort majeur alors que se prépare, vous le savez, la grande transmission du patrimoine des baby-boomers estimé à 9 000 milliards d'euros dans les 15 prochaines années. Le Conseil d'analyse économique a raison de dire que la fiscalité des successions est minée par son opacité et que la faible qualité de l'information favorise dangereusement les abus. Un chiffre parlant en atteste, il existe un écart de 35% entre les données fiscales des successions et les données économiques de ces mêmes successions ressortant de la comptabilité nationale. Nous proposons donc une enquête DMTG 2.0 s'appuyant sur la reconnaissance optique des caractères et l'intelligence artificielle, puis une numérisation plus rapide des déclarations de succession et de donation à l'horizon 2029. Ces déclarations doivent aussi être plus exhaustives. Les pactes Dutreil sont pas ou mal répertoriés, si bien que leur coût est juste estimé par la Cour des comptes à 5,5 milliards d'euros en 2024, contre, vous le savez, 800 millions auparavant. Et ce qui demeure d'ailleurs, ces 5,5 milliards, sans doute une borne basse. L'assurance vie reste un autre angle mort. Les exonérations de droits de succession qui lui sont applicables ne sont pas classées comme dépenses fiscales, alors qu'ils coûteraient 5 milliards d'euros, et personne n'est vraiment en mesure de s'assurer du respect des seuils des abattements. Troisième chantier, non des moindres, le patrimoine financier. Depuis la suppression de l'ISF, l'administration ne le connaît plus que par bribes. Le fichier FICOBA sur les comptes financiers dit qu'un compte existe, mais pas ce qu'il contient. Le fichier FICOVI sur les assurances vie est plus précis, mais ne concerne que l'assurance vie. On aboutit ainsi à ce paradoxe grâce aux échanges automatiques d'informations qui sont prévus par les textes européens. L'administration connaît mieux les actifs financiers détenus par ses résidents ailleurs dans l'Union européenne qu'au sein même du pays. Pour y remédier, nous proposons d'étendre l'imprimé fiscal unique, déclaration pré-remplie par les intermédiaires financiers, aux actifs financiers eux-mêmes et non plus seulement aux revenus qu'ils produisent. Les établissements déclareraient, dans un feuillet dédié, l'encours détenu par leurs clients par type d'actifs. Ces données serviraient à l'administration fiscale pour établir l'impôt et contrôler surtout la cohérence entre actifs et revenus dans un objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude. Le même raisonnement vaut pour les actifs numériques
qui devraient être déclarés par les prestataires de services sur cryptoactifs. L'accès des chercheurs à ces données déclarées par des tiers alimenterait aussi des travaux utiles en matière de stabilité financière et de protection des épargnants, comme le font par exemple les Suédois. La mesure doit évidemment rester proportionnée, champ limité, seuil déclaratif par exemple de 7 500 €, droit de rectification, garantie de cybersécurité. Les services de la CNIL que nous avons interrogés n'identifient pas en l'état d'obstacles à la mise en place de la mesure que nous proposons, au regard notamment du RGPD. Enfin, quatrième proposition structurante, créer à côté du revenu fiscal de référence un indicateur complémentaire de revenu économique. Il ne s'agit pas de bouleverser sans évaluation préalable, surtout, les nombreux dispositifs indexés sur le RFR, mais de disposer à des fins statistiques et de contrôle de nouvels indicateurs. Le RFR soulève aujourd'hui un problème d'équité. Le Conseil des prélèvements obligatoires a ainsi recensé 222 types de revenus existants, mais qui sont exclus du revenu fiscal de référence. 222. Pas 222. Par exemple, les plus-values, alors 222, je ne vais pas vous en citer 222, on retrouve évidemment les plus-values immobilières, les revenus des PEA, l'indemnité de résidence à l'étranger, etc., qui ne sont pas pris en compte, alors qu'ils confèrent clairement une capacité contributive. Pour les plus fortunés, la démarche de l'Institut des politiques publiques, incluant les bénéfices non distribués dans un revenu économique élargi, nous paraît pertinente. Sur 10 cas anonymisés parmi les 500 plus grandes fortunes redevables de l'ISF en 2017, qu'on a pu consulter, le revenu fiscal de référence apparaît extrêmement faible rapporté au revenu économique estimé. On a 4 cas où il représente 0,53, c'est très précis, 0,53% des cas. 5 autres ne dépassent pas 4,14% et un seul atteint 19,92%, c'est-à-dire un chiffre qu'on attendrait de manière assez classique. Certaines mesures relèvent de la loi et une proposition de loi pourrait utilement être déposée. Mais avant de décider s'il faut imposer plus et comment, il faut d'abord savoir de quoi l'on parle. C'est bien le minimum si l'on aspire à un débat démocratique éclairé et apaisé. C'est toujours apaisé sur les sujets. Enfin, au cours des nombreuses auditions que nous avons menées conjointement avec le président, on a rencontré une vingtaine d'organismes, une cinquantaine d'interlocuteurs. Sont apparus finalement certains leviers permettant plus spécifiquement aux plus fortunés de piloter leurs revenus et d'organiser leur transmission afin d'optimiser leur imposition. Alors, on va être clair, je précise d'emblée et d'entrée que tous ces leviers ne sont pas remis en cause dans leur principe même. Ils existent, à ce stade, on rend compte. Mais certains sont particulièrement utilisés par les très hauts patrimoines pour réduire ou annuler leur imposition. Tout ça est factuel. On a donc identifié 4 leviers principaux. Premièrement, les contribuables les plus aisés, lorsqu'ils détiennent des parts dans une entreprise, eh bien, ils ont la possibilité de financer une partie de leurs dépenses personnelles au travers de frais professionnels ou de dépenses prises en charge par leur société. Ainsi, dans une étude de l'École d'économie de Paris, à partir de données concernant le Portugal, eh bien, il a été montré, par exemple, que le passage pour un individu du statut de salarié à celui de dirigeant d'entreprise s'accompagnait d'une baisse de consommation de près de 20%, 19% exactement, pour le ménage concerné, et en réalité qui est prise en charge par l'entreprise elle-même. Ces contribuables peuvent en outre recourir, par exemple, à l'emprunt pour financer leurs dépenses courantes, notamment sous la forme de ce qu'on appelle le prêt lombard, en utilisant les titres de l'entreprise comme garantie. Ce mécanisme est apparu à plusieurs reprises au cours de nos auditions, sans que nous
parvenions à en mesurer avec précision l'étendue. Deuxièmement, certains contribuables ont recours à des holdings patrimoniales. Leur création ne correspond pas nécessairement à un but fiscal, mais les services du contrôle fiscal identifient, eux, ce qu'ils qualifient des zones de risque importantes. L'interposition d'une société holding permet notamment d'optimiser l'imposition des dividendes versés par une filiale. À cet égard, Bercy nous a communiqué l'exemple d'une société versant environ 130 millions d'euros de dividendes par actionnaire à 4 membres d'une même famille. Les 2 actionnaires ayant recouru à une holding ont un taux d'imposition global respectivement de 2,2% et de 4,5%. Les 2 actionnaires qui n'ont pas choisi la holding, ils ont un taux d'imposition de 33%. Troisièmement, nos auditions ont aussi souligné à quel point les avantages fiscaux offerts par le régime de l'apport-cession peuvent parfois être détournés à des fins d'optimisation. Ce régime permet de placer en report d'imposition des plus-values de cession dans le cas d'une opération d'apport de titres. La souplesse de ces conditions est telle que le volume des plus-values nouvellement reportées est passé, en 2012, d'1 milliard d'euros à 16 milliards en 2018 et à 34 milliards en 2023, en un peu plus d'une décennie. L'apport-cession est en outre très concentré sur les ménages les plus aisés. Il bénéficiait en effet à 8 400 foyers dont le revenu déclaré moyen hors plus-value était tout de même de 700 000 euros annuels. Si on va encore un peu plus loin, 84 ménages déclarant un revenu annuel moyen de 21,9 millions d'euros hors plus-value concentraient plus des 2 tiers du montant des plus-values mises en report. La loi de finances pour 2026 a, et vous le savez, à l'initiative du Sénat, durci ce régime, mais à ce stade, et c'est bien compréhensible, ces effets restent et resteront à mesurer. Enfin, quatrièmement, on a aussi abordé le régime Dutreil, qui prévoit, lui, une exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75%, en contrepartie d'un engagement de conservation des parts d'une entreprise. Il permet notamment de réduire sensiblement le montant des droits de succession, mais également d'inclure dans l'actif exonéré des biens qui ne sont pas affectés à l'activité professionnelle de la société. Et pour répondre au comportement de suroptimisation fiscale, plusieurs mesures correctives ont été à la fois envisagées et mises en œuvre sans qu'elles apparaissent entièrement convaincantes. En particulier, la contribution différentielle sur les hauts revenus, la fameuse CDHR, introduite par la loi de finances pour 2025, devrait présenter un rendement particulièrement décevant, vous le savez. 388 millions d'euros sont annoncés au titre de l'imposition des revenus pour l'année 2025, contre ou face à une évaluation initiale du gouvernement à hauteur de 2 milliards d'euros. C'est donc 81% de moins. Vous savez, il y a des fois des erreurs de prévision. Là, ça concerne le gouvernement. Par ailleurs, en s'inspirant d'exemples étrangers, vous vous rappelez que le PLF pour 2026 prévoyait la création d'une taxe holding, mais d'une réelle complexité, à tel point que le gouvernement n'a pu en détailler les effets, ni rassurer les contribuables sur l'absence d'effet de bord. Elle a donc été recentrée au Parlement dans un objectif anti-optimisation, avec une assiette limitée aux biens qualifiés de somptuaires. Alternativement, le gouvernement a aussi un temps envisagé une autre contribution différentielle sur les hauts patrimoines, à un taux de 0,5%, sans plafonnement et excluant les biens professionnels. Et en fait, il s'est avéré que compte tenu de potentiels effets de bord et d'une forte similarité à la fois avec l'impôt sur la fortune, cette CDHP n'a finalement pas été proposée au Parlement dans le projet de loi de finances pour 2026. À mon sens, c'est justement parce que le patrimoine est devenu
en quelque sorte, le président l'a évoqué, une boîte noire, et parce que le système fiscal français est en effet miné par d'innombrables niches fiscales mal, voire non évaluées, et que tous ces exemples se sont révélés être de véritables échecs, si ce n'est des fiascos, et qu'ils n'ont pas su convaincre. Ainsi, nous estimons à ce stade qu'il revient, qu'il appartient désormais au gouvernement de conduire un véritable travail d'expertise et de chiffrage afin de formuler des propositions et de permettre ensuite au Parlement de débattre de manière éclairée, souhaitons-le apaisée, en particulier dans la perspective des prochaines échéances. Quelques mots complémentaires après le rapporteur général, juste pour indiquer que la réflexion sur la CDHP, c'est-à-dire sur les hauts patrimoines, comment on appelle ça, la comparaison différentielle sur les hauts patrimoines me semble être donc une piste de réflexion qu'il ne faut pas négliger, il faut continuer le travail. Pour autant, l'imposition des hauts patrimoines, bien sûr, et il faut en être bien conscient, ne suffira pas à elle seule, bien entendu, à redresser nos finances publiques. Et d'autre part, lorsque l'on dit que des hauts patrimoines ne payent pas d'impôt sur le revenu, ça ne veut évidemment pas dire qu'ils ne payent pas d'impôt du tout. Ce que l'on voit essentiellement, c'est que c'est dans la partie la plus haute des hauts patrimoines que nous avons une baisse progressive de l'impôt. Enfin, je voudrais souligner que les chiffres qui nous ont été communiqués sur l'apport-cession, par leur ampleur et leur croissance rapide et continue, sont quand même préoccupants et nécessitent sans doute un encadrement bien plus solide que celui qui a été aujourd'hui voté par le Parlement. Voilà, mesdames, messieurs, les éléments que nous souhaitions vous donner à ce stade, qui est donc le travail que nous avons fait au sein de la Commission des finances pour avant tout qu'à partir d'une information qui a évidemment suscité une émotion et des interrogations, nous soyons en capacité au moins de voir la réalité du paysage tel qu'il est et du travail qui nous reste à faire pour éventuellement régler quelques sujets qui apparaissent aujourd'hui problématiques ou en tout cas insuffisamment étayés. Si vous avez des questions. Bonjour, Romain Cluzel pour RMC. À l'annonce de cette conclusion, et on sent que vous n'êtes pas forcément complètement satisfait des chiffres que vous avez pu obtenir, qu'il y a encore beaucoup de flou. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce qu'en tout cas vous avez réussi à avoir des éléments d'explication sur ce manque de données? Est-ce que c'est un manque de volonté, un manque de moyens, une non-utilisation peut-être de certains outils? Est-ce que vous avez réussi à identifier ce qui fait qu'on a cette fameuse boîte noire dont vous nous parlez? Tout ceci, effectivement, est dans notre rapport. Effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est de se rendre compte qu'après 2017 et la suppression de l'impôt sur la fortune, finalement, toute la question liée à la connaissance du patrimoine s'est effondrée et que nous n'avons plus aujourd'hui, que le gouvernement et que les services ne disposent que d'éléments épars qui doivent croiser, recroiser dans le limite des autorisations possibles, et c'est pour cela que nous faisons des recommandations extrêmement nombreuses pour avoir accès à l'information. Car le sujet n'est pas de déterminer aujourd'hui, immédiatement, par la loi, des solutions nouvelles pour à la fois, éventuellement, si cela est jugé utile, de nouvelles taxations, mais c'est surtout d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe, de la façon des sujets par lesquels ça passe, et de trouver effectivement des réponses. Et à partir de là, on pourra engager un vrai débat sur l'utilité ou non de telle niche fiscale, de telle proposition qui est faite, ou éventuellement de la limiter. On en a parlé moi j'en ai parlé concernant l'apport-cession, où effectivement on a des progressions extrêmement rapides
de cette formule de report finalement des taxations sur les plus-values. Et il faut regarder quand même jusqu'à quelle limite les choses peuvent se faire. Et est-ce qu'on est bien sûr qu'il s'agit de reporter des moyens finalement qui seront réinvestis, auquel cas on est dans le sens de la décision et de la proposition, ou s'il s'agit en fait d'un véritable échappatoire sans trop de vision d'investissement qui permettrait de retarder une taxation, voire à terme, par système successif, de l'éliminer. Il y a peut-être, un élément supplémentaire. On a parlé de l'impôt sur la fortune, la taxe d'habitation. Sauf qu'elle a ajouté à la difficulté de comprendre et de, comment dirais-je, d'identifier un certain niveau de richesse. Et finalement, comment voulez-vous imaginer des réformes, des évolutions si vous travaillez à l'aveugle? C'est pas possible. Donc, il est besoin, c'est donc une des propositions, d'avoir des outils de connaissance. Parce que, on l'a vu aussi, on le voit bien, là, il y a une distorsion aujourd'hui entre l'imposition qui pèse sur le travail et l'imposition qui pèse ou pèse plus ou moins sur le patrimoine. Et je vais aller plus loin. Quand vous allez intégrer l'intelligence artificielle qui va faire bouger, je dirais, la société du travail, il ne faut pas attendre, il faut essayer d'anticiper. Et donc, notre objectif dans les recommandations, c'est d'abord de savoir de quoi on parle. Alors, moi, j'en ai entendu beaucoup. Il y a plein de sachants, il y a énormément de savants. On s'en est d'ailleurs rendu compte dans notre débat en fin de matinée, nous, en interne à la commission. Mais en réalité, même nous, à ce stade, et la Direction générale des finances publiques, personne n'a la bonne, et je dirais, assez juste connaissance. Donc, avant de tirer des enseignements sur ce qu'il faudrait faire, il faut déjà qu'on connaisse vraiment bien la réalité. Et là, il y a vraiment urgence. Parce que nos concitoyens, je pense, ne vont pas comprendre. C'est quand même compliqué à expliquer aujourd'hui que on connaît beaucoup mieux les ménages pauvres, les raisons de la pauvreté et les difficultés pour y remédier. Et ça, on a un système de redistribution qui est assez efficace. Mais on n'a plus de connaissances, on n'a plus de compréhension sur les plus aisés. Si vous voulez une société qui continue de fonctionner et qui répare ses fractures, il faut commencer par la base, c'est-à-dire connaître. Bonjour, Alexis Morel, France Inter. Je voulais revenir sur les deux chiffres, 13 000 et 40 000. Vous aviez bien prévenu au moment des 13 000 que c'était une vision partielle. Est-ce que vous diriez, même si c'est des données qu'ont 10 ans, que les 41 000 sur l'ISF, ça, c'est une fourchette qui est plus juste, du coup, qui permet d'avoir une vision un peu plus juste de la réalité, même si c'est des données qu'ont 10 ans, puisqu'on est sur des revenus plus larges? Ce qu'on sait, c'est que les patrimoines, durant les 10 dernières années, les patrimoines ont augmenté de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus significative que les revenus salariaux. Donc c'est sans doute une valeur basse que l'on peut donner là. Mais encore une fois, et je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion sur le chiffre, il ne s'agit pas de 40 000 foyers qui ne payent pas d'impôts. C'est qui ne payent pas d'impôts sur le revenu. Ce qui n'interdit pas de payer, évidemment, l'IFI, par exemple, de payer également sur les revenus, les 31% sur les revenus financiers, etc. Donc, voilà, séparons bien les sujets. Bonjour, Pierre-Laurent Benabdallah pour Contexte. Je me demandais, est-ce que vous comptez faire des propositions dans le PLF 27 sur les potentielles optimisations que vous avez identifiées, ou est-ce que vous attendrez que le gouvernement agisse sur la vision des plus hauts patrimoines? Notamment, le président a parlé du 150 OBTR. Est-ce que la commission compte déposer des amendements, ou est-ce que vous avez besoin d'avoir une vision plus claire? Je vais vous donner mon point de vue aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, si on ne veut pas perdre nos concitoyens et même nous perdre nous-mêmes, on a établi un diagnostic qui est quand même sans concession sur la profonde méconnaissance de la réalité
de la connaissance des patrimoines. Alors effectivement, c'est parti d'une déclaration du ministre de l'économie, de l'ancien ministre Éric Lombard, quelques jours après qu'il soit parti, qu'il ait quitté le ministère, démenti dans les 48 heures ou le surlendemain par la ministre des Comptes publics qui, elle, était restée. Et plutôt que de partir sur des faux débats, on a souhaité, nous, dire un peu la réalité, la vérité des prix. Et je vais vous dire, parce que donc je pense qu'il faut d'abord avoir une base solide. Et le jour où quand on a enfin une base solide et une bonne connaissance, là, c'est plus facile de réfléchir et de faire évoluer les choses. Ça n'empêche pas de réfléchir, mais si alors que vous ne connaissez pas, qu'on n'a même pas les fondamentaux, on dit ben voilà, on sait ce qu'il faut faire, je suis désolé, mais je rembobine ou je regarde un peu en effet rétro. Il y a un président de la République qui, à une époque, a expliqué que on était riche à partir de 4 000 euros. Je pense qu'il parlait des revenus. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il faut parler des patrimoines et des revenus. Et il faut donc avoir une vision consolidée, parce que sinon, on a des faux et des mauvais débats. Et je pense que ça donne cours à des raccourcis et des discours très populistes, qui risquent malheureusement d'avoir des déclarations et d'entrer dans une assez grande radicalité. Je ne sais pas ce que je souhaite, et je pense qu'on doit remettre de la raison et de la vérité, donc avoir une bonne connaissance de ces données. Oui, de manière complémentaire, ce que je dirais, c'est que quand aujourd'hui le gouvernement finalement a fait des tentatives, a fait des essais, on n'est plus aujourd'hui sur une connaissance telle par le gouvernement qu'on sait exactement chiffrer finalement ce que ça produit. Si on réfléchit à des mesures qui ont été prises dans le passé, on avait la proposition et on avait derrière un chiffrage qui était juste à quelques pourcents près, mais on retombait sur les pieds. Aujourd'hui, sur la CDHR, on est donc à 15% au mieux de la somme prévue par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que il y a eu des effets, comme il y a eu toujours, quand il y a une mesure, chacun s'adapte à la mesure. Et donc, tant que la mesure existe, il n'y a pas eu, par exemple, de perception directe de salaire, mais ça a été conservé dans l'entreprise, etc. Donc, chacun a adapté, tout simplement, par rapport à une mesure qui n'avait pas vocation à être pluriannuelle. Et donc, tout ça n'est pas pris en compte. Sur la CDHP, sur les hauts patrimoines, au fond, à un moment donné, je pense que sur l'intérêt de cette contribution différentielle, il n'y avait pas de grandes difficultés, mais par contre, sa mise en œuvre se rapprochait terriblement de l'impôt sur la fortune précédent. Et donc, ce qui avait poussé à la suppression de l'impôt sur la fortune n'ont pas souhaité pousser à aller plus loin sur la CDHP. Voilà, il faut se dire les choses en toute tranquillité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un sujet, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas avancer sur ces questions. Mais évidemment que la commission, qui évidemment est composée de membres de diverses sensibilités, peut se mettre d'accord, et c'est un point extrêmement important, sur l'état des lieux, c'est-à-dire sur les difficultés d'aujourd'hui, sur les sujets qui méritent approfondissement. Et ce qui a été important ce matin, c'est d'avoir un accord de la Commission sur ces points-là. C'est pas tout à fait rien quand on les regarde dans le détail. Les 4 sujets qui ont été mentionnés, c'est des sujets sur lesquels il y a eu des polémiques extrêmement importantes, sur lesquels certains ont envie de refermer la boîte tout de suite. Vous savez, on dit touchons pas à ceci ou à cela, parce que le seul fait qu'on puisse s'interroger pourrait être dangereux. Voilà. Donc je crois qu'on a posé collectivement le fait qu'il y avait un certain nombre de points qui méritaient attention, qui n'étaient pas de dire il s'agit de supprimer, par exemple, la taxe sur du trail. Bon, l'idée, c'est pas on supprime du trail. Non, c'est y a-t-il à adapter pour éviter certaines exagérations. Voilà. Sur la possession, il ne s'agit pas de supprimer
le principe de l'apport cession, qui peut être un excellent canal pour réinvestir dans des entreprises à travers des sociétés holding. Mais par contre, évidemment, il ne faut pas que ça devienne une méthode pour que finalement tout passe par là et que d'une certaine façon, on ne taxe jamais les plus-values sur les entreprises. Donc tout est une question de proportion. Et ce qu'il faut dans nos débats politiques, c'est qu'on quitte la posture il faut, non, il ne faut pas toucher, oui, il faut toucher, et qu'on aille au fond, c'est-à-dire comment on peut rendre un dispositif qui peut avoir son utilité efficace du point de vue économique et en même temps qui ne produise pas des effets de bord trop coûteux pour les finances publiques. Vous dites la parole? Ah oui. Je crois que vous l'avez donné. Il a oublié. Attendez, le micro arrive. Stanislas Noyer, la lettre de l'expansion. D'abord, excusez-moi, j'ai oublié mes questions. Mais oui, vous avez les catégories que vous avez définies, là, les 4 principales, notamment la possession. De quelle date est-ce qu'il y en a une qui date d'assez récemment pour qu'on puisse expliquer leur envol? Parce qu'à chaque fois, elles ont cru de manière sensible. Du trail autant que la possession. Dans ce que vous décrivez, ça a augmenté sensiblement. Est-ce que, par exemple, sur la possession, le fait qu'on ait parlé de contribution différentielle sur les hauts revenus ou de CDHP, HP plutôt, sur le patrimoine, a pu créer le flux vers... C'est pas nous qui savons. Et ma deuxième question, c'était, vous dites, on ne sait pas très bien. En gros, c'est l'État qui ne sait pas très bien. Oui. Mais vous, en tant que commission d'enquête, vous pouviez, j'imagine que vous avez pu aussi consulter un certain nombre de gens qui sont des conseils des hauts patrimoines, qui eux savent très bien où ils font passer ces sommes. J'imagine que les notaires ou des gens comme ça, les notaires pour l'immobilier, mais un certain nombre de conseils en fiscalité, savent aussi très bien quelles sont les possibilités d'optimisation fiscale. Oui, alors comment dire, la question est toujours de grande complexité entre le droit. La plupart des sujets que nous traitons, c'est des sujets qui sont prévus par le droit. Hein, ils ne sont pas illégaux par essence. Simplement, ensuite, vous avez ce qu'on appelle, qui est un domaine extrêmement complexe, qui est ce qu'on appelle l'abus de droit, c'est-à-dire lorsque finalement une mesure a été pensée dans un objectif précis et qu'elle est dévoyée de cet objectif, dans l'intérêt évidemment de celui qui l'utilise, sans que le droit écrit soit parfait pour le contenir. Et c'est là qu'on se retrouve, que l'administration se retrouve souvent devant le juge pour faire constater un abus de droit, c'est-à-dire qu'on a utilisé une formule qui peut avoir du sens économique à d'autres effets, qui sont des effets de protection par rapport à des questions fiscales. C'est ce sujet-là, en fait, ça revient toujours à se poser la question, non pas en oui ou non, ce que j'indiquais tout à l'heure, mais en oui, mais avec des conditions. Et que ces conditions soient suffisamment claires pour qu'il soit impossible d'utiliser à des fins autres que celles attendues les dispositifs concernés. En réalité, c'est un sujet assez traditionnel sur le droit. Il faut écrire un droit presque parfait, presque anticiper le droit par rapport à des pratiques permettant effectivement ensuite de contenir les choses. Là, dans le cas, je parle personnellement de la possession parce que ça me choque à titre personnel. Voilà. Je veux dire, on a ouvert un système, ce système a fait qu'1 milliard de plus-values ont été traitées par là. Bon, je ne dis pas qu'on est à l'échelle, c'est déjà existant, mais il s'agit d'un report de plus-value. Il ne s'agit pas de ne pas taxer les plus-values. Et puis tout d'un coup, ça s'amplifie considérablement jusqu'à 32 milliards en quelques années. Et là, on commence à se dire, avec des exemples à l'appui, que l'administration a pu constater, que on ouvre des brèches entières sur lesquelles ensuite il y a une difficulté majeure à aller contrôler qu'il s'agit bien de réinvestissement tel que c'est prévu par les textes de manière tout à fait logique. Mais lorsque ça
produit, si on continuait sur cette pente, vous voyez où ça pourrait nous amener. On est déjà en termes de stock, je crois qu'on est autour entre 120 et 130 milliards de stock de montants de plus-value latente, hein, d'une certaine façon, où on attend la taxation de la plus-value, et je pense qu'il faut se pencher maintenant de très près, très rapidement sur ce sujet. Alors après, quelle forme ça prendra? C'est là que c'est là que l'information sur ce qui se passe réellement est fondamentale pour avoir ensuite un texte qui corresponde vraiment aux besoins et pas se retrouver, encore une fois, à voter des textes dont l'application montre qu'ils ne sont pas pertinents ou qu'ils ne permettent pas de résoudre des problèmes. Ou en tous les cas que l'évolution de la vie économique produise des effets ou qu'il y ait des besoins qui n'avaient pas été imaginés au moment où les dispositifs ont été mis en place. Par exemple, dans le fonctionnement aujourd'hui de certaines start-up, il y a besoin de gonfler le capital sans servir de revenus au profit des créateurs, parce que c'est ce qui leur permet à un moment d'atteindre plus vite la taille critique. C'est d'ailleurs, c'est exactement, je me souviens, hein, c'est ce qui s'est passé dans le dernier débat budgétaire, où Mistral notamment, tout le monde est allé à l'Élysée, à Matignon, excité, à réexpliquer la réalité des choses. Parce qu'on va se le dire aussi, l'économie française, elle n'est pas à l'échelle d'une région, même pas à l'échelle du pays. La compétition est mondiale. Et on voit qu'il y a beaucoup d'investissements qui peuvent bouger aujourd'hui très vite. Donc, une de nos difficultés, c'est aussi, en tant que législateur, d'essayer de fixer des modalités qui soient à la fois opérationnelles et qui répondent à l'attente d'une juste contribution, ça a été dit au début, hein, en fonction des facultés normalement contributives. Voilà. Donc sur la possession, mais c'est vrai sur tous les sujets. Je crois que ce qu'on a vraiment touché, l'administration est bien en peine. Bercy, c'est quand même rare de voir Bercy aujourd'hui impuissant, puisque n'ayant pas d'outils et de bases de données, sinon on peut tous tout promettre. Hein. Mais c'est sûr qu'il ne se passera rien. Je voudrais insister, on a parlé, peut-être à cause de moi d'ailleurs, parce que je l'ai mis dans ma conclusion, de la possession, mais on peut s'interroger aussi sur quelque chose sur lequel on sait que ça existe, mais c'est compliqué à chiffrer, etc. C'est ce qu'on appelle les prêts lombards. Alors, les prêts lombards, vous connaissez, alors ça touche des foyers, là, on est vraiment dans les foyers les plus riches de ce pays. Ça consiste non plus à se verser finalement une rémunération, mais à placer en banque, à une banque, un certain nombre d'actions de votre compagnie qui viennent en garant d'un prêt que l'on vous fait. Et donc ce prêt, finalement, pour vivre, est fait par la banque à la famille en question, et la famille en question, du coup, n'a pas de revenus à déclarer, puisqu'elle ne fait que payer des prêts. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle ne peut pas être taxée sur un prêt. Voilà, donc là, on touche, vous voyez que c'est des procédures qui touchent, peut-être une centaine, on ne sait pas exactement, mais enfin, on est en tout cas dans cet ordre d'idées de grandes familles lesquelles peuvent tout à fait vivre sans revenu officiel. Voilà. Hein? Donc, ça aussi, il faut le connaître, il faut le savoir, et il faut voir comment on le traite. Voilà, c'est très simple. Si je puis dire. Dans le principe, c'est très simple. Ça permet d'éclairer le débat. Voilà. Pourquoi mettre ça après Lombard? C'est lié au nom du ministre? Non, oui, c'est une bonne question. Je l'ai presque posée comme ça, donc je fais pas le malin. Donc le prêt Lombard, non, c'est les prêts de Lombardie, c'est-à-dire qui ont été faits en Lombardie, les premiers prêts qui ont été faits à des grandes familles lombardes. Voilà. Et le ministre, sauf erreur de ma part, n'est pas originaire de Lombardie. Plutôt un homme de l'Est pour une part et de la région parisienne pour une autre part.
Et il ne fait pas encore partie des 100 premières fortunes françaises. Ah, on ne sait pas, hein, on attend qu'il Ah si, on fasse le sa sait. déclaration. Elle est faite. Avec la HATVP d'ailleurs. Elle est connue. Je n'en parlerai pas. C'est d'ailleurs, Mais elle est connue. c'est une remarque qu'on a eue ce matin. La Haute Autorité de transparence de la vie publique a beaucoup plus d'éléments sur le patrimoine des personnalités exposées. Voilà, Bercy est battu là, à faire une mutation. D'autres questions? Oui. Attendez. Sébastien Chebès, journaliste spécialisé immobilier, Le Point Immo Week. Lorsque vous souhaitez envisager l'information systématique du notaire, c'était à la demande du Conseil supérieur du notariat. C'était une forte demande du... Bah, si vous voulez, c'est partagé. Parce qu'en fait, d'abord, on s'aperçoit que c'est souvent à ce stade où on a, enfin au stade quand il y a des successions, où on a le plus d'informations. Il en manque encore, hein. Notamment sur les assurances vie, où en général, le notaire dit bah ça rentre pas enfin, dans l'actif, enfin, etc. Et donc, mais ça permet d'avoir une bonne connaissance. C'est la raison pour laquelle, dans les propositions, on a dit qu'il faudrait hâter, je dirais, le dispositif voilà, numérique à 2029, parce qu'on ne peut pas, on va dire, courir après la connaissance éternellement. On est aujourd'hui en 2026. Sinon, on risque d'avoir des préconisations qui ne produiront pas d'effet. Et c'est pas, autant on essaie de faire les choses avec méthode, mais moi je pense, enfin en tous les cas, on a une demande exigeante, c'est que le gouvernement réponde rapidement sur les 11 recommandations, ce qu'il entend faire ou ne pas faire, raison pour laquelle le président a évoqué la possibilité également de porter ces demandes et ces recommandations à travers un texte d'initiative parlementaire. Merci. Merci, bonne journée.